Il est 13h en temps universel, 13h partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Vendredi, lors de la rencontre de Nouvel An du Premier ministre avec le personnel de la primature, le chef du gouvernement a engagé le corps administratif à l'atteinte des défis fixés par le chef de l'État pour 2025. Des défis inscrits depuis 2011 dans un élan de continuité, notamment sur les chantiers de logement et filets sociaux et de lutte contre l'orpaillage clandestin. 100 milliards de francs CFA pour reverdir la Côte d'Ivoire. La Banque européenne d'investissement finance un vaste programme de reforestation qui prévoit le reboisement de 120 000 hectares de terre. Le lancement officiel de l'opération a eu lieu au Jardin botanique de Bingerville. Retour sur cet engagement écologique dans un instant. Et puis le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas qui devait démarrer ce 19 janvier au matin n'est toujours pas entré en vigueur. Le Hamas a affirmé qu'il avait bien l'intention de respecter l'accord, mais a reconnu un retard pour des raisons techniques sur le terrain. Ce dimanche donc, il est question d'une première libération de 95 détenus palestiniens contre 3 otages israéliens. Et je vous le disais donc, la traditionnelle rencontre annuelle du Premier ministre avec le personnel de la primature a été encore cette année l'occasion pour Robert Mambé-Begré d'engager tout le corps administratif à l'atteinte des défis fixés par le chef de l'État pour 2025. Ce sont notamment les logements et filets sociaux, l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes, mais il y a aussi des actions prioritaires liées à la promotion de la bonne gouvernance. Franck Quadio, reportage. Une administration ivoirienne engagée pour l'atteinte des objectifs fixés par le chef de l'État pour l'année 2025 et intégrant les valeurs de la bonne gouvernance, c'est l'idée maîtresse découlant de cette rencontre, une tradition entre le Premier ministre et l'ensemble de ses collaborateurs à l'amorce de chaque année nouvelle. Comme vous ne cessez de le rappeler, il ne faut jamais se satisfaire de ce qui est fait et acquis. Il faut se remettre en cause pour s'améliorer continuellement. C'est pourquoi nous nous engageons avec encore plus de détermination et d'abnégation à fournir davantage d'efforts pour atteindre plus rapidement et plus efficacement les grands objectifs de l'année 2025 fixés par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dans son adresse à la Nation le 31 décembre 2024. Des défis entre autres autour de la modernisation des infrastructures et de l'agriculture, y compris l'industrialisation et le renforcement de la souveraineté alimentaire, la jeunesse et l'autonomisation des femmes, mais aussi la moralisation de la vie publique et sur le volet économique, la soutenabilité de la dette publique en vue de ramener le déficit budgétaire à 3% fin 2025, un travail d'équipe salué et encouragé par le locataire de la primature. Les efforts que nous avons consentis ensemble dans l'œuvre de construction de notre cher pays, sous la haute égide de son Excellence Monsieur le Président de la République, ont permis d'enregistrer des résultats très significatifs durant l'année qui vient de s'achever. En dépit de cette fructueuse année qui a renforcé les acquis socio-économiques depuis 2011, des défis restent encore importants vu l'ambition portée par le gouvernement à travers la vision 2030. Une vision dont la matérialisation est intégrée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé qui en 2024 a présidé 34 conseils de gouvernement qui ont contribué à l'élaboration de 33 projets de loi. Un reportage de Franck Quadio. Il y a seulement quelques jours, on était en fête les fêtes de fin d'année. Une période qui est souvent synonyme de dépenses importantes, tant pour les particuliers que pour les entreprises. Après ces moments de réjouissance, il est crucial de rétablir un équilibre financier pour éviter des conséquences négatives à long terme. Une gestion financière réfléchie et proactive après les fêtes peut donc permettre de reprendre le contrôle de ses finances, d'honorer ses engagements financiers et de planifier sereinement l'avenir. Dans ce cadre, nous avons souhaité recueillir l'expertise d'une experte comptable pour comprendre les meilleures pratiques, les stratégies à adopter après cette période. Pascal Guéhier-Carré, bonjour. Bonjour, Monsieur Diallo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. L'agent Viose, vous connaissez?
Oui, la janviose, c'est une maladie qui touche, je pense, toutes les entreprises et toutes les personnes physiques au cours du mois de janvier. Tout le monde, c'est vrai? Ceux qui n'ont pas planifié suffisamment leur gestion financière. Ceux qui n'ont pas beaucoup planifié. On va en parler largement tout à l'heure, pendant un quart d'heure. À tout à l'heure, Madame la Présidente. Quel est l'état nutritionnel dans l'ensemble des districts administratifs de la Côte d'Ivoire? C'est pour avoir ces statistiques-là que le ministère de la Santé vient de procéder au lancement d'une enquête nationale, cela en partenariat avec quelques organisations. Les résultats de l'enquête permettront de renforcer les conditions alimentaires des populations. Marina Menzan, Walter Amadou Ouattara. La Côte d'Ivoire œuvre depuis plusieurs années à améliorer la situation nutritionnelle de la population en mettant un accent particulier sur les femmes enceintes, allaitantes et les enfants de moins de 5 ans. C'est dans ce cadre que le ministère de la Santé, en collaboration avec plusieurs partenaires, a lancé une enquête nutritionnelle. Elle permettra de collecter des données précises dans 14 districts administratifs du pays pour évaluer la situation nutritionnelle. Cette initiative illustre les efforts de notre pays à œuvrer au renforcement de la sécurité nutritionnelle en Côte d'Ivoire. Dès ce samedi 18 janvier 2025, plusieurs équipes d'enquêteurs sillonneront les quartiers de la ville d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays, afin de collecter dans les ménages les mesures anthropométriques des enfants de moins de 5 ans et évaluer le niveau de connaissance, les aptitudes et les pratiques au sein des familles et des communautés en matière d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. La représentante résidente adjointe par intérim de l'UNICEF explique le rôle de son institution dans cette initiative qui veut apporter des solutions aux problématiques nutritionnelles. L'UNICEF apporte un appui technique et financier dans le cadre de cette importante enquête. En renouvelant l'engagement de l'UNICEF à accompagner le pays dans le cadre de cette enquête nationale pour que chaque enfant bénéficie d'une bonne nutrition. L'enquête s'étendra jusqu'au 16 février 2025. Les résultats serviront de base de données pour orienter la politique de santé et de nutrition tout en permettant aux partenaires de mieux cibler leur intervention. 100 milliards de francs CFA, c'est le montant que la Banque européenne d'investissement alloue à la Côte d'Ivoire dans le cadre du financement d'un vaste programme de reforestation. 120 000 hectares de terre seront donc reboisés. Le lancement de l'opération de planting d'arbres s'est fait au jardin botanique de Bingerville en présence de nos reporters Didier Nguessan et Joël Gomez. À Niégré, Niangon, Akajou et Akpi sont mis en terre par le vice-président de la Banque européenne d'investissement, Ambroise Fayol, l'ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Francesca Di Moro, et la directrice générale adjointe de la Commission européenne en charge des partenariats internationaux, Myriam Ferrand. Ils sont assistés par les services des eaux et forêts, conduits par Zouzoumeli Elvi Joël, directrice de cabinet du ministre des eaux et forêts. Ce planting d'arbres marque le lancement de l'opération de reforestation à l'échelle nationale sur 120 000 hectares de terre. Notre objectif, c'est de montrer concrètement le soutien de l'Europe, de la Banque européenne d'investissement, de l'Union européenne, et qui va contribuer à la reforestation d'une partie de la Côte d'Ivoire qui a vu ses forêts disparaître un petit peu depuis quelques décennies. Il y a un engagement pris notamment par le vice-président de la République lors de dernière COP sur le couvert forestier, donc il devrait être doublé de 10 à 20%. Donc c'est complètement dans cette stratégie ivoirienne que le projet de la BEI s'inscrit. Financé à hauteur de 100 milliards de francs CFA, ce programme va également assister les communautés villageoises dans la gestion durable des forêts et renforcer les capacités opérationnelles de l'administration forestière. Tous ces arbres qui auront été plantés, eh bien, il sera question à un moment donné de pouvoir voir un peu quelle valorisation nous allons en faire. C'est pour cela que dans le planting, nous avons choisi des essences qui peuvent avoir une transformation industrielle par la suite et des essences qui ont une valorisation aussi agroalimentaire. Cette terre du jardin botanique a bénéficié de plusieurs opérations de reboisement, avec notamment ce Takajou Bassam mis en terre par le président de la République Alassane Ouattara en juin 2015.
Ils ont offert de longues années de leur vie à la bonne marche de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils font fièrement valoir leur droit à la retraite. Vendredi dernier, à l'occasion d'une belle cérémonie, ces retraités de la Chambre ont été célébrés par l'ensemble des employés. Le compte-rendu d'Ahmed Traoré. Cette célébration est perçue par le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire comme un moment de reconnaissance des loyaux services rendus par ses vaillants agents partis à la retraite, mais surtout de remobilisation de son personnel autour de ses valeurs et de ses challenges. Fama Touré a profité pour faire le bilan de son institution de l'année 2024, puis a donné les orientations pour les années à venir. L'année 2024 a été une année charnière pour notre institution et marquée par la mise en place les différents organes de notre institution consulaire pour la mandature 2023-2029. Elle a été aussi l'occasion d'engager des actions pour permettre à notre institution de poursuivre sa marche vers plus de visibilité et de présence côté des entreprises et dans l'animation de la vie économique, singulièrement dans nos régions. Nous avons ici et ensemble œuvré pour renforcer le rôle de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire dans le développement économique de notre pays en soutenant les entreprises ressortissantes et en contribuant à la mise en place de politiques publiques favorables à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Le porte-parole des retraités a adressé ses salutations au président Fama Touré et ses collaborateurs. Ce, pour les avoir honorés après plusieurs années de service au sein de la structure. Pour les organisateurs, la cérémonie d'hommage aux retraités valorise les agents et leur fait comprendre que la retraite n'est pas une fatalité, mais un moment pour leur permettre de se consacrer à eux, leur famille et leurs propres projets. On va mettre le cap sur Katiola, région du Hambol, au centre de la Côte d'Ivoire. Là-bas, le village de Kationon vient de recevoir la visite d'un groupe d'opérateurs économiques chinois en visite de prospection. Ils ont un projet d'y construire une usine de transformation de noix de cajou. Mais d'ici là, ils ont donné le sourire aux braves paysans de Kationon. Charles Tatou, reportage. Kationon, localité de la commune de Katiola, va très bientôt abriter une usine de transformation de noix de cajou pilotée par les Chinois. Les hommes d'affaires chinois viennent d'y effectuer une visite de reconnaissance et d'appréciation de la parcelle de terre que leur a cédée la communauté du village. Ils sont arrivés dans le village accompagnés du maire de la commune, Thomas Camara, les bras chargés de dons pour les cultivateurs. Les dons sont composés de 140 cartons herbicides, dont 10 litres par carton, 150 boîtes d'engrais, une tronçonneuse, 10 pulvérisateurs manuels et un pulvérisateur à moteur. Des produits phytosanitaires appréciés par les bénéficiaires. Le maire de la commune a saisi cette occasion pour témoigner sa gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara qui, selon lui, a permis l'arrivée des investisseurs dans le pays. Le partenaire est venu identifier la parcelle pour s'assurer que ce qu'on a dit est vrai. Il a vu la parcelle, il est très content. Il va aller donc avec d'autres partenaires pour faire le montage du projet et venir le déployer ici à Katiola. Quand on bénéficie d'une telle ferveur au niveau des populations, il faut être reconnaissant envers celui qui permet d'avoir cette ferveur-là, à savoir le président de la République, qui, par sa confiance, nous rend forts auprès de nos populations. Les travaux de construction de cette usine dureront près d'un an. Les études de faisabilité sont donc en cours. Empower Science Expo, c'est ce forum mis en place par l'organisation Sciences et Technologies au féminin qui incite les jeunes filles à s'intéresser à la science. L'édition 2024 s'est tenue juste avant la fin de l'année dernière, une occasion de présenter des femmes brillantes qui sont des modèles dans les domaines de la technologie. Retour sur l'événement avec Astou Touré et Michel Kwame. Créativité, innovation, leadership féminin au centre de l'édition 2024 de Empower Science Expo.
une initiative de l'organisation féminine Sciences au féminin pour encourager les filles à s'intéresser au domaine des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques. Notre programme WISH, qui est un programme d'incubation et qui accompagne les jeunes femmes, les étudiantes en particulier dans les formations scientifiques, à pouvoir travailler sur des projets, faire des prototypes et exceller, un peu sortir de leur créativité, sortir de leur zone de confort en fait, pour aller vers l'entrepreneuriat scientifique. Une action qui se veut dynamique et inspirante, regroupant des femmes de tout horizon pour partager, exposer et apprendre à travers diverses activités. J'ai constaté que les sciences étaient tellement fantastiques et avaient plein d'avantages. Moi, j'ai fait la robotique et j'ai vu les trucs que nous pourrons faire de plus en plus. Avec la science, nous pouvons révolutionner le monde. Encourager nos jeunes filles, nos femmes à embrasser les carrières en technologie et en ingénierie, de façon à les rendre participatives dans toutes les activités de notre pays. Expositions et démonstrations scientifiques, expositions ventes, conférences et panels, sessions de mentorat étaient au menu de l'édition 2024. Normalement. Le forum Empower Science Expo, c'était donc en fin d'année 2024. Là, nous sommes en 2025, une année nouvelle qui arrive avec de la joie pour les populations de Koufékou, de Gango 1, de Niago 1 et Niago 2, 3 villages donc de la région de Bouaklé qui viennent d'être connectés au réseau électrique national. Avec ces 3 derniers, les villages des sous-préfectures de Sago et de Dakpadou sont tous électrifiés désormais. Sam Konan, correspondant RTI 1 dans le Bas-Sassandra. 2025, année de lumière pour Koufékou, Niago 1 et Niago 2. Ces 3 villages situés dans les sous-préfectures de Sago et de Dakwadou, dans le département de Sassandra, viennent d'être connectés au réseau électrique national. Après plus de 60 années passées dans l'obscurité. Et aujourd'hui, nous sommes dans la lumière. Nous remercions le président de la République qui nous a apporté cette lumière. Alassane Ouattara, bravo, bravo, 2 fois, 3 fois. Aujourd'hui, nous sommes passés de 27% d'électrification dans les sous-préfectures de Dakwadou et Sago en 2010 à aujourd'hui 100% d'électrification de tous les villages. Selon le président du conseil régional du Bouaklé, Kébé Mahamadou, qui a procédé à la mise sous tension de ces 3 villages restants, plusieurs autres actions de développement sont engagées dans la région du Bouaklé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. 75 pompes villageoises, 10 écoles primaires, de 3 salles de classe, bureaux et blocs latrines, 10 dispensaires ou maternités et des collèges de proximité qui sont en cours de construction, une dizaine d'ambulances qui seront offertes aux populations avec des reprofilages lourds et traitements critiques de plus de 1000 km de voirie. Cela témoigne de la volonté d'une seule personne, le président Alassane Ouattara. Le président du conseil régional du Bouaklé demande aux populations de cultiver davantage la paix et la cohésion pour que tous ces chantiers énumérés puissent être achevés. Et du côté de Krigbé, dans le département d'Ara, région du Moronou, l'heure était à l'installation du nouveau chef de village. Après qu'il a reçu sa lettre de nomination des mains du préfet de département, Nanan et Oumankoum II promet de tout mettre en œuvre pour préserver la cohésion et le vivre ensemble au sein du village. Les précisions d'Herman Niamien, notre correspondant sur place. Après son intronisation le 26 mars 2023 par le chef canton d'Ara, Nana Eoumankou II, chef du village de Krigbé, reçoit ce jour son arrêté de nomination des mains du préfet d'Ara. Désormais installé avec tous les attributs qui font de lui le garant moral des intérêts du village, il a la lourde tâche de préserver la cohésion au sein de sa cité. Et dans cette mission, il peut compter sur la mutuelle du village. La seule prière que je puisse formuler, c'est de demander à tous les enfants de Krigbé, surtout aux cadres, d'être unis, qu'il y ait l'entente entre tous les fils de ce village pour qu'ensemble, nous puissions porter haut la vision de notre chef. Remettant l'arrêté de nomination au chef du village de Krigbé, le préfet d'Ara, Noël Angoraki, l'a exhorté à se tenir à équidistant des chapelles politiques, à être juste dans la résolution des conflits qui pourraient naître entre les populations et surtout
a œuvré pour que la cohésion du village ne soit jamais mise à mal. Vous avez un rôle central à jouer. Vous devez faire en sorte qu'il y ait l'unité autour de vous. Soyez mus par l'humilité, l'honnêteté. Sachez comment vous adresser à vos administrés, même les plus insolents. Pour mener à bien la mission qui lui est assignée, le chef du village de Krégbé est assisté de 10 notables et de 6 conseillers. Marié et père de 3 enfants, Nana Eoumankou II est un technicien de laboratoire né le 3 décembre 1965 à Krégbé. Allons-y à Bouaké, dans le Bouaké, pour évoquer une autre initiative en faveur du vivre ensemble, la paix et la cohésion sociale, des priorités réaffirmées par le président Alassane Ouattara lors de son message à la nation, invitant les hommes de Dieu à jouer pleinement leur rôle d'artisans de paix en cette année électorale 2025. Les guides religieux de Bouaké ont répondu favorablement à cet appel. Les guides religieux ont été invités par le président de la République à promouvoir la paix par des prières et des prêches allant dans ce sens. Le regard des habitants de Bouaké sur cette mission accordée à nos hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont des guides. Ils sont des gens qui sont au devant de groupes de personnes. Et ces groupes, généralement, voient en eux des modèles. Donc, généralement, ce que les guides religieux disent, c'est ce que les fidèles font, c'est ce que les croyants font. Donc, lorsque le guide enseigne la paix, lorsqu'il prône la paix, et lui-même lorsqu'il est un homme de paix, lorsqu'il vit selon la paix, forcément ça a une répercussion sur les fidèles. Les hommes de Dieu ont une grande part, même une responsabilité à jouer dans la paix. Ils ont toutes les paroles qui sont sur la paix, l'amour. Ils sont toujours appelés les dimanches, comme les vendredis, appelés les fidèles à s'unir à la paix, à la tolérance. Donc je vois qu'ils ont un rôle prépondérant dans la recherche de la paix. Pour moi, les hommes de Dieu peuvent contribuer à la paix à 90% dans le pays. Ça va dépendre d'abord de ce qu'ils vont nous faire parvenir comme message. Les chrétiens catholiques disent être en phase avec cet appel lancé par le président de la République. Le psaume 126, les versets 1 à 2, dit que si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent les ouvriers. Et si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que travaillent ceux qui gardent la ville. Pour dire que rien ne peut se faire sans Dieu. Qui en sont les garants, c'est bel et bien les chefs religieux. Voilà pourquoi notre chef d'État s'appuie sur eux pour que Dieu puisse continuer d'étendre sa main puissante sur notre pays à l'approche des échéances électorales. Les évangéliques s'associent également au message de la plus haute autorité du pays. Ce que le Seigneur nous a enseigné, c'est de vivre en paix avec tout le monde. Quand par exemple il y a la guerre, ça n'arrange personne. Lorsqu'on fait la politique, on doit le faire selon ce que Dieu veut, dans l'amour, et surtout pour l'intérêt de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. La communauté musulmane s'inscrit dans cette vision du chef de l'État de faire de la promotion de la paix une priorité, surtout en cette année 2025 qui ouvre le bal des élections avec la présidentielle. Lorsque l'oiseau veut faire des bénédictions, il fait des bénédictions pour l'arbre. Parce que quel que soit l'endroit où il va aller, il viendra se reposer sur l'arbre. Quand le poisson veut faire des bénédictions, il le fait pour l'eau. Parce que c'est son environnement, c'est là qu'il vit. Le guide religieux est un citoyen après tout. Et donc il vit dans un pays où il y a des échéances qui s'annoncent. Et donc, quand le chef de l'État lance les appels, nous, en tant que guide religieux, c'est d'initier des campagnes de sensibilisation et puis organiser des séances de prière, de lecture du Coran dans nos différentes mosquées pour pouvoir intercéder auprès d'Allah qu'il nous permet de vivre la présidentielle dans de meilleures conditions. Des élections apaisées sans heurts. Cela doit être la quintessence des prières adressées au Tout-Puissant en cette année électorale 2025.
Un élément signé Gervais Kwasi et Charles Tatou de la station régionale RTI Bouaké. On va rester sur place là à Bouaké. Bouaké donc où les ressortissants du canton Nonholo, le canton Nonholo originaire de Madinani et Séguélon ont célébré le vivre ensemble dans le cadre de la commémoration du Maouloud marquant la naissance du prophète de l'islam. Une journée de lecture coranique a été organisée pour promouvoir la paix, la fraternité et l'unité en Côte d'Ivoire. Reportage Boubacar Silla dans un commentaire de Corona Soro. S'unir pour consolider la cohésion sociale et participer au développement du Bouaké. Ce sont les objectifs de la journée de prière de lecture coranique dans le cadre de la célébration du Maouloud, commémorant la naissance du prophète de l'islam. Une initiative des ressortissants du Nonholo, originaires des départements de Madinani et Séguélon, résidant à Bouaké. Venus de plusieurs régions du pays, les fidèles musulmans ont été instruits sur la vie et les recommandations du prophète Mahomet. La culture de la solidarité, de la fraternité, de la tolérance, du vivre ensemble et l'élection présidentielle apaisée d'octobre 2025 étaient des sujets abordés pendant ces retrouvailles au quartier Sokora. Chaque année, donc, nous organisons cette manifestation pour la paix, pour l'unité, pour l'entente, pour la cordialité dans Côte d'Ivoire. Cette année, la 5e édition a un caractère spécial. Nous avons profité pour faire l'investiture de notre président, pour qu'on puisse être bien structuré. Officiant à la rencontre, le guide spirituel El Hadj Cheikh Daba invite les musulmans, les prédicateurs et les fidèles à être des ambassadeurs de paix et des artisans de la non-violence. Un message auquel adhère la marraine de la cérémonie, Alice Akissi Atsi, maire de la commune de Bodokourou. Ensemble, avec nos guides spirituels, nous puissions demander à Dieu de préserver la vie de tous les Ivoiriens, de préserver la vie de notre très cher président Alassane Ouattara, pour que cette année, qui est une année électorale, se passe dans la paix. Des vœux formulés pour le président de la République Alassane Ouattara, des prières pour la quiétude sociale en Côte d'Ivoire ont meublé cet événement de portée spirituelle à Bouaké. Je vous le disais au sommaire, le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas qui devait démarrer ce dimanche au matin n'est toujours pas entré en vigueur. Israël a prévenu que la trêve ne commencera pas tant que le Hamas n'aura pas transmis une liste attendue d'otages devant être libérés dans la journée. En attendant, l'armée israélienne continue de mener des attaques dans la bande de Gaza. Le Hamas a affirmé qu'il avait bien l'intention de respecter l'accord, mais a reconnu un retard pour des raisons techniques sur le terrain. Selon les termes de l'accord, les hostilités doivent cesser et 33 otages israéliens doivent être libérés dans une première phase étalée sur 6 semaines. En échange, Israël va libérer 737 prisonniers palestiniens. Et ce dimanche, il est question d'une première libération de 95 détenus palestiniens contre 3 otages israéliens. La gestion financière après les fêtes, c'est un défi que beaucoup doivent relever. Le magazine de ce dimanche est consacré aux solutions efficaces pour en atténuer l'impact. Grâce à des stratégies adaptées et une planification réfléchie, il est possible de transformer une situation financière délicate en une opportunité d'amélioration durable. Notre invitée, Pascale Gueye-Carré, la présidente de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire, nous a rejoint en plateau. Madame la Présidente, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Suivons ensemble ce reportage, histoire de planter le décor. Moi, chez moi, après la fête, comme les gens le disent, c'est la défaite parce que souvent, après la fête, ils n'ont plus d'argent. Après la fête, la défaite, peut-être ou pas forcément, il suffit comme félicité d'avoir la bonne méthode. Le budget était déjà établi depuis octobre. Moi, je les ai déjà établis depuis octobre-novembre. J'ai pris la demande avec les enfants en fonction de leurs cadeaux, en fonction de leurs envies, de leurs tenues et tout. Et j'ai fait un programme spécifique par rapport aux dépenses. Un seuil à ne pas franchir. Malheureusement, les mauvaises habitudes sont souvent mères de conséquences fâcheuses. Résultat, la préfète est durement ressentie. Et surtout quand tu sais comment tu fais pour avoir ton argent, il faut savoir aussi, savoir calculer les dépenses. Oui, il arrive des moments qu'on rentre dans l'euphorie des choses. Et justement, c'est à ce moment que le budget s'en trouve éprouvé. Qu'en dit l'expert? Un tour chez le sociologue. Durant toute l'année, on a été confronté à des difficultés d'ordre familial, d'ordre professionnel. Et donc, individuellement, on veut se faire plaisir parce que la fin de l'année symbolise aussi
le loisir, le divertissement, le plaisir Et donc, la janviose, nouvelle réalité sociale. Pendant la janviose, tout ce qui est transport, tout ce qui est alimentation, tout ce qui est santé, ce n'est pas évident. Et je n'épargne pas le contexte mondial. Les Ivoiriens constatent et ils le disent sans s'en cacher. La vie est chère. Face à cette cherté, quelle stratégie en ce début d'année? Oui, il faut continuer à épargner et faire en sorte que quand on a son salaire depuis le mois de janvier, il faut commencer à penser à l'année prochaine parce que janvier reviendra. Le verre est dans le fruit. En attendant, attrapons donc notre ceinture, comme on le dit familièrement ici. Un reportage signé Marina Maison et Franck Quadio. Alors, après la fête, c'est la défaite, on a coutume de le dire, on l'entend presque partout. Madame la présidente de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire, comment, selon vous, on peut gérer cette période de défaite? Alors, on ne dira pas une période de défaite, c'est une période un peu sensible parce que la période effectivement de décembre est une période festive où nous avons beaucoup de dépenses imprévues des fois. Et après, c'est-à-dire que la période après fête est une période sensible que nous pouvons gérer. Je pense que le maître mot pour pouvoir y arriver, c'est la planification. Tout à l'heure, dans le reportage, on a vu une dame qui disait qu'elle a planifié depuis octobre. Mais en fait, la planification doit commencer depuis janvier. C'est-à-dire qu'on va peut-être donner des conseils qui vont pouvoir être appliqués en fin d'année 2025, mais il faut commencer la planification avec un budget. C'est valable autant pour les entreprises que pour les personnes physiques. Pour pouvoir bien gérer ses finances, il faut mettre en place un budget. Le budget va vous permettre de bien appréhender vos dépenses par rapport à vos ressources. Donc, il faut identifier les postes de dépenses de la famille. Ça peut se faire avec monsieur et madame, peuvent le faire ensemble. Ils peuvent chacun identifier les postes qui leur sont dévolus et chacun va faire son budget. Mais dans tous les cas, le maître mot, c'est planifier avec un budget. Lorsque vous avez un budget qui est en place, vous appréhendez vos dépenses. C'est-à-dire ça vous permet de maîtriser vos dépenses. Et si vous aviez un budget à la fin de l'année 2024, la janviose se ferait moins ressentir. Mais si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas grave. Vous allez vous asseoir et mettre en place une planification budgétaire. Et parce que vous n'avez pas planifié l'année dernière, vous allez réduire votre train de vie avec, on va dire, des postes de dépenses qui peuvent être supprimés, que vous allez retirer pour votre budget de janvier. Et puis, vous allez établir le budget et pouvoir aussi faire de l'épargne parce qu'à la fin de la journée, il faut pouvoir planifier pour pouvoir faire de l'épargne chaque mois et pouvoir faire aussi vos investissements concomitamment à vos dépenses quotidiennes. Alors, ces solutions, rassurez-nous, elles sont applicables à tout le monde, qu'on soit homme, qu'on soit femme ou même les entreprises? Oui, ce sont des solutions qui sont applicables à tout le monde. Je vais vous raconter une petite anecdote. Alors, cette semaine, j'étais en train de travailler avec une entité qui était en train de faire son budget de l'année. Et le budget était déficitaire et les responsables ont dit non, c'est pas possible, on ne peut pas vivre au-dessus de nos moyens. Il faut réduire le budget pour que nous soyons à l'équilibre. Donc, autant les personnes physiques que les entreprises ont besoin de planifier, faire un budget pour pouvoir gérer de façon optimale leurs ressources. Mais même en tant qu'expert comptable, vous n'êtes pas vraiment concerné, non? Je dirais que tout le monde est concerné parce que nous connaissons les solutions, maintenant il faut les appliquer. Donc l'expert comptable qui n'a pas appliqué cette solution sera concerné par la janviose. Alors, pouvez-vous nous décrire brièvement votre expérience en matière de gestion financière? Alors, personnellement, j'applique ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que j'ai un budget, j'ai une planification avec les différents postes qui me sont dévolus et je planifie les ressources que je reçois en conséquence. Pour la petite anecdote, j'ai même des enveloppes que je fais. C'est-à-dire qu'en début de mois, quand je fais, à la période du mois où je fais les retraits, je vais doter chaque enveloppe de son budget, de sorte que quand l'enveloppe est vide, je sais que je n'ai plus de dépenses à faire dans cette rubrique. Ou bien, je vais faire une réaffectation budgétaire, donc je vais utiliser de l'argent dans une enveloppe pour la réaffecter à cette... à cette enveloppe, mais
à la fin de la journée, je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Je vis selon les moyens que j'ai. Et c'est comme ça que je gère mes finances. Mais pourquoi il est important, Madame la Présidente, pourquoi il est important d'adopter une approche spécifique en matière pour la gestion financière après une période comme celle-là, après une période festive? Après une période festive, parce que la période festive est une période où on a beaucoup de dépenses, on a engrangé beaucoup de dépenses. C'est valable pour les personnes physiques que pour... Et puis on ne maîtrise pas toujours ce que les enfants peuvent demander. Exactement. Oui. Mais je vous avoue que quelqu'un tout à l'heure le disait, les cadeaux, il faut les planifier avant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre la période des fêtes pour forcément acheter les cadeaux. Il faut discuter avec les enfants parce qu'il y en a encore qui croient au Père Noël. Il faut lui dire, le Père Noël a demandé que vous, déjà à l'entame, c'est-à-dire après, à la rentrée, que vous indiquiez ce que vous voulez et puis si vous avez bien travaillé, il va vous l'envoyer. De sorte que vous ayez une idée de ce que les enfants veulent. Mais on n'achète pas forcément ce que les enfants veulent. On va comparer avec ce que nous on a en tête pour s'assurer que ça correspond à leur âge, ça correspond aux orientations qu'on veut leur donner. Et lorsque vous avez fait votre choix, vous pouvez acheter les cadeaux avant la période festive. C'est-à-dire, en général, on va vous recommander... Avec le risque que si, chemin faisant, l'enfant il change d'avis, si vous avez acheté trop tôt et que l'enfant change d'avis après, ça complique un peu. Moi, j'ai vu des parents qui font faire des courriers au Père Noël, de sorte que l'enfant a pris un engagement et on s'en tient à son engagement. C'est cela. Voilà. Et c'est quoi les défis financiers les plus courants auxquels les particuliers ou les entreprises sont confrontés en général après les fêtes? Alors, après les fêtes, en général, le mois de janvier, c'est le mois de renouvellement. Je vais prendre les entreprises. C'est le mois de renouvellement de tous les abonnements. Donc, vous allez avoir les assurances, vous allez avoir un certain nombre d'abonnements qui sont renouvelés en début d'année. Donc, les entreprises vont devoir bien gérer. Et même, je dirais même qu'en fin d'année, vous avez également les gratifications, les 13e mois qui sont versés. Donc, ce sont des dépenses supplémentaires pour les entreprises. Les personnes physiques, elles vont être confrontées à des dépenses de leur quotidien. Donc, assurer la popote à la maison. Si vous avez une maison, l'entretien de la maison. Si vous n'avez pas une maison, que vous la louez, la location de la maison. Autant de dépenses, mais qui sont des dépenses récurrentes, mais auxquelles il va falloir faire face avec des ressources moindres. Donc, il va falloir optimiser, mais comme je le disais, en réduisant son niveau de vie, on a des dépenses qui sont fixes ou bien qui sont inamovibles, et puis nous avons des dépenses que nous pouvons reporter à des périodes précédentes. Donc, il va falloir faire des choix. Et comment on gère les dettes qu'on accumule pendant les fêtes? Alors, les dettes, si on les a planifiées avant, on aura, comme je vous le disais, suffisamment de ressources. Puisqu'on a planifié les dépenses, on aura suffisamment de ressources pour y faire face. Mais si vous n'avez pas planifié, ce n'est pas tard. Vous n'avez qu'à faire votre bilan et en fonction de vos ressources, mais il faut être réaliste, en fonction des ressources que vous aurez, planifier, réduire votre train de vie pour que vous ayez suffisamment, on va dire, un matelas pour pouvoir faire face d'abord à votre épargne et ensuite régler votre dette. Et c'est quoi les stratégies que vous recommandez pour éviter les déséquilibres financiers? Alors, après les fêtes. Après les fêtes, les stratégies, c'est encore une fois la planification. Toujours la planification, mais tenir compte de ses ressources. Des ressources qui sont moindres ou des dépenses qui sont plus importantes. Donc, quand vous allez planifier, vous allez faire des choix qui vont vous permettre d'avoir un équilibre à la fin de la journée. Mais comment on intègre justement les économies ou les prévisions budgétaires dans cette planification-là? Alors, les économies... Dans la planification financière annuelle. Alors, il vaut mieux ne pas toucher aux économies. C'est-à-dire que l'épargne, en général, on dit, quand vous avez vos ressources, la première ligne de vos dépenses, c'est l'épargne. C'est-à-dire que l'épargne doit être prioritaire. Je pense, le règlement aussi de vos dettes doivent être prioritaires. Et puis, quand vous avez fini d'enlever ces parts importantes, vous avez une idée du reste, donc du reliquat de vos ressources pour pouvoir faire face à vos dépenses. Et quels conseils vous pouvez donner, Madame la Présidente, aux petites entreprises qui ont du mal à équilibrer souvent leurs finances après les fêtes? Alors, je vais leur conseiller de planifier, de faire une planification budgétaire.
Certaines entreprises le font en fin d'année, d'autres en début d'année, mais il faut planifier. Quand vous planifiez, vous avez une maîtrise de vos ressources et de vos dépenses. Et vous ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Parce que ce qui fait qu'il y a un déséquilibre, c'est qu'à un moment donné, vous avez fait plus de dépenses que vous n'avez de ressources. Alors que quand vous faites votre planification et que vous la mettez à jour avec la réalité de votre quotidien, vous avez moins de soucis à vous faire sur le plan financier. Si on vous demandait trois conseils essentiels pour gérer ses finances avec succès après les fêtes, vous diriez quoi? Alors, 3 conseils, c'est d'abord planifier. Donc, si vous ne l'avez pas fait avant, vous pouvez le planifier, réduire votre train de vie et puis continuer la planification après avoir budgétisé vos ressources et vos dépenses. D'accord. Et puis, les premières étapes concrètes à mettre en place pour stabiliser sa situation financière après les fêtes, ce sont lesquelles? Les premières étapes, d'abord, c'est faire l'analyse de l'existant. Quelles sont les ressources que j'ai? Quelle est l'épargne que je veux faire, que ce soit une personne physique, une personne morale? Quelles sont les dettes auxquelles je dois faire face? Et quelles sont les dépenses incompressibles? Quand vous avez fait l'inventaire de tout cela, mais vous allez faire une planification aisée. Rien que cela. Rien que cela. D'accord. Ça semble facile quand vous le dites en tant qu'experte. Je vous avoue que nous-mêmes, en tant que personnes physiques, on est confrontés à cela. C'est-à-dire que c'est une rigueur qu'il faut s'imposer. Donc, commencez à faire de la planification et vous verrez que ce sera facile chaque mois. Parce qu'au début, quand on commence, on a du mal à faire les choix entre les différents postes de dépenses. Mais quand vous êtes habitué à cela, vous allez vous rendre compte que ce mois, par exemple en janvier, je ne vais pas aller au restaurant, je vais manger à la maison parce que j'ai besoin de faire des économies. Ou bien, je ne vais pas aller à la salle de sport, je vais faire mon vélo à la maison pour pouvoir épargner pour faire face à mes charges. Prenons le cas où on n'a pas respecté vos conseils et tout ça, et puis on est dedans, on est en plein dedans, le verre est dans le fruit, on est là, on a mal planifié ou on n'a pas planifié du tout, et là, on est dans cette situation-là de subir la janviose. Alors, aujourd'hui, c'est 19 janvier, rien n'est tard, on a encore des ressources. Donc, je vais vous demander ce soir, ou après cette émission, de vous asseoir et de planifier. Vous savez, quand je dis budget, ça a l'air d'être quelque chose d'élaboré, mais vous pouvez faire un budget sur une feuille de papier. Vous avez deux catégories, enfin. Vous avez les ressources et vous avez les emplois. On va faire un peu de pédagogie. Alors, donc, vous allez faire l'inventaire de vos ressources. Quelles sont les ressources qui reste à ce jour? Est-ce que c'est le salaire uniquement? Est-ce que je reçois, par exemple, des loyers? Je dois recevoir des loyers. Est-ce que j'ai d'autres ressources? J'ai des honoraires que j'attends. Je vais faire l'inventaire de tout ça et puis je vais regarder les emplois. Qu'est-ce que ça peut être? Aujourd'hui, je pense que ça peut être peut-être la popote, ça peut être les dettes. Avant l'épargne, je vais épargner. Je vous avoue que je parle de l'épargne parce que c'est important. Même épargner 10 000 francs par mois, à la fin de l'année, ça fait 120 000 francs. Donc, il faut toujours penser à épargner, que ce soit une entreprise comme personne physique. Parce que l'épargne, c'est, je veux dire, le matelas que nous avons lorsque nous n'avons plus de ressources pour faire face à des besoins pressants et urgents. Donc, il faut toujours penser à épargner et puis à faire face à vos dettes. Regardez, faire l'inventaire de vos dettes, dire voici les ressources que j'ai. Alors, si je n'ai pas pu faire face à mes dettes ce mois, je vais affronter les personnes à qui je dois de l'argent pour dire je ne pourrai pas faire face à ces dettes ce mois, mais je pense que je pourrai le mois prochain. Donc faire un échéancier avec ces personnes. Tout le monde, même si tous les créanciers ne seront pas d'accord avec. Voilà, mais le fait de leur parler, de négocier va faire baisser la pression. Et puis vous pourrez continuer votre planification. Au début, ce sera difficile, comme je l'ai dit, mais au fur et à mesure, vous allez prendre le pli et vous allez voir que c'est un exercice facile. Il y a aussi le cas des sollicitations. Comment on les prévoit, celles-là? Alors, je vais vous dire, quand vous faites votre budget, vous prévoyez vos sollicitations. Des imprévus. Exactement. Et quand vous avez atteint... Et il y a un seuil qu'il ne faut pas dépasser. Exactement. L'enveloppe en question dédiée aux sollicitations, il ne faut pas... Et quand vous dépassez, quand vous n'avez plus de ressources, il faut avoir le courage de dire je n'ai plus de ressources. Ou bien, si vous voyez que vous avez beaucoup de sollicitations, réduire le montant.
Peut-être que ça va impacter votre notoriété, mais vous aurez géré, on dit en bon père de famille, vos ressources. Merci beaucoup. Madame la présidente de l'Ordre des experts comptables, comment se porte l'Ordre? Alors, l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire se porte très bien. C'est quoi votre actualité? Je vais commencer par l'actualité la moins récente. Du 27 au 30 novembre dernier, l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire a abrité le congrès de l'ABOA. L'ABOA, c'est l'association des ordres des experts comptables de l'Afrique de l'Ouest, incluant le Cameroun. Donc nous avons reçu 16 ordres à Yamoussoukro pendant 4 jours et nous avons travaillé sur les thèmes durabilité, intégration et prospérité de l'Afrique de l'Ouest. À l'occasion de ce congrès, nous avons reçu la visite de notre président de notre fêtière mondiale, l'IFAC, l'International Federation of Accountants, et je peux vous que jusqu'à ce jour, nous avons encore les échos de ce congrès. Les congressistes sont partis satisfaits et c'est à l'honneur de la Côte d'Ivoire. Actualité récente maintenant. Actualité récente, le 15 janvier, mercredi 15 janvier dernier, nous avons eu la première matinale de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire, qui est l'occasion pour présenter les vœux, mais également à la profession, à la tutelle, à nos partenaires. Mais également, c'est l'occasion que nous avons de décortiquer l'annexe fiscale, qui est un outil très important dans la gestion de notre activité. Et vous avez promis d'accompagner le gouvernement. Exactement. Sur la collecte, enfin, on va dire la lutte contre le blanchiment des capitaux. Sur également, nous avons aussi d'autres perspectives que nous avons indiquées à nos confrères, c'est que nous voulons aussi lutter contre l'exercice illégal. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, mais je pense que ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire, nous avons des personnes qui se prévalent du titre d'expert comptable et qui n'en sont pas. Et donc qui ne travaillent pas selon les normes de notre profession. Donc nous allons d'abord sensibiliser ces personnes et ensuite nous allons nous tourner vers les sensibiliser à arrêter. Et après, nous allons passer à la phase de répression. Merci beaucoup. Madame Guéhi-Ekaré, Pascal Guéhi-Ekaré, présidente de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Merci encore. Avec vous, on vient de voir comment adopter des méthodes efficaces pour une gestion financière sereine après les fêtes. À chacun donc de tirer parti de ces conseils pour démarrer l'année sur de bonnes bases. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actualités et astuces pratiques. Bonne semaine à vous.